Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce live des Vendredis de la Recherche. Alors aujourd'hui, entretien avec une chercheuse. Nous recevons Zohra Benfouda. Bonjour Samantha, merci de m'accueillir. Merci à ceux qui nous ont rejoints sur le chat aussi, Patrick Meffre, P. Meffre, Anne Duc. Merci, bonjour à tout le monde. Inad, bonjour Inad. Aussi, bonjour à tout le monde. Alors, on va commencer cet entretien par la première petite question qui est que fais-tu? Qui es-tu et que fais-tu? Eh bien, je suis Zohra Benfouda, je suis enseignante-chercheuse en chimie et plus particulièrement en chimie médicinale sur le site des Carmes de l'Université de Nîmes. Je travaille dans l'équipe Chrome. Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas trop ce qu'est la fonction d'être enseignant-chercheur, comme son nom l'indique, j'enseigne alors à des licences. Donc, le niveau à l'Université de Nîmes dans lequel j'enseigne, c'est les licences sciences de la vie, L1, L2, L3. Et je suis chercheur, et dans ce cadre, j'encadre 3 doctorants. Et je voudrais saluer, peut-être qu'ils sont en ligne, alors par chronologie, Valentin D, Shaima M et Valendy Ténor. Voilà, donc un petit coucou pour elle. Très bien. Pour elle et lui. Merci pour cette première réponse. Alors, on va passer à la deuxième rubrique qui est un peu plus développée. Alors, la deuxième rubrique va parler de ton travail de recherche plutôt. Et je vais lancer le petit jingle. Dis, à quoi ça sert ce que tu fais? Voilà, c'est la question. Alors, il s'agit de raconter un petit peu ce que tu fais de façon compréhensible par toutes et tous. Alors, j'essaie de fabriquer, donc de préparer des molécules à viser alors en fait j'ai 2 pans de ma recherche. D'un côté, en fait, effectivement, mon objectif est de faire des antibactériens, des futurs antibiotiques. Alors pourquoi? Parce que de plus en plus les bactéries développent des résistances et qu'il est intéressant d'avoir un panel d'antibiotiques à notre disposition pour pouvoir lutter contre ces bactéries résistantes. Et d'un autre côté, sur ce qui me prend pas mal de temps avec justement nos doctorants, je travaille sur le fait de restaurer la sensibilité des bactéries résistantes en utilisant les antibiotiques existants. Donc en fait, je ne fais pas de nouveaux antibiotiques, mais j'essaie de faire que ces antibiotiques refonctionnent. Et comment? En préparant des molécules qui vont jouer sur des systèmes annexes des bactéries pour leur faire perdre cette résistance. D'accord, alors on va parler un petit peu des bactéries. Moi, j'avais l'idée qu'il y avait des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Alors, tu m'as dit ça ne veut rien dire. Ça. Oui. Enfin, c'est pas que ça ne veut rien dire, c'est que à un moment donné, la bactérie, elle va, dans son processus de développement, elle va acquérir une résistance. Et donc, ça peut être une soi-disant bonne bactérie qui va devenir résistante. Donc, il faut savoir que quand on prend un antibiotique, par exemple, il faut savoir que malheureusement, il n'est pas sélectif que des bactéries, entre guillemets, des mauvaises bactéries ou des bactéries dites nocives. Il va aussi s'attaquer, par exemple, aux bonnes bactéries que nous avons dans notre flore intestinale, appelé le microbiote intestinal. Alors ça, c'est des bonnes bactéries? Oui, normalement, ce sont des bonnes bactéries, tout à fait. Effectivement, dans le tractus digestif, ce sont des bonnes bactéries, bien sûr. Oui. D'accord. Et donc, si on prend cet antibiotique qui vient détruire ces bonnes bactéries, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir tout simplement des problèmes gastriques, mais c'est momentané. Donc, en fait, voilà. Mais c'est sûr qu'un antibiotique, pour celles et ceux qui en ont déjà pris, en prenant un antibiotique, ça va détruire un petit peu la flore intestinale, mais il faut savoir qu'elle va tout de suite, après l'arrêt du traitement, se reconstruire. C'est pour ça qu'on limite l'utilisation des antibiotiques ou c'est pour quelles autres raisons Alors, pour ça, évidemment, et puis surtout, comme je le disais, malheureusement, même quand on cible une bactérie qui engendre une maladie, cette bactérie peut acquérir des résistances. Et si on la laisse faire, une bactérie se développant très vite, eh ben, elle va se multiplier et créer des maladies infectieuses assez graves. Donc c'est pour ça qu'on prend des antibiotiques en général. Donc en fait, le bénéfice-risque, il va vers plutôt soigner la maladie. D'accord. Et donc, toi, ton travail sur les bactéries, c'est purement de la chimie? Oui, moi, clairement, je suis purement dans la chimie médicinale. Même si actuellement, mes doctorants se sont spécialisés vers le test de ces molécules sur les systèmes bactériens sensibles et résistants.
Donc oui, on a, de plus en plus, on essaie d'être de plus en plus autonome pour avoir des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Voilà. Donc en fait, effectivement, mais mon travail est plutôt dans la conception des molécules et dans la synthèse. D'accord. Donc la conception des molécules et la synthèse de molécules, ça c'est de la chimie pure. Oui, c'est de la chimie pure. D'accord. Alors le mot chimie, quand on dit chimie, Oui. souvent on a tendance à penser que c'est quelque chose de plutôt... Enfin, ça a une connotation péjorative quand on Oui. dit c'est chimique, un produit est chimique. Il est pas, ça veut dire qu'il n'est pas naturel dans le langage parlé. Oui, oui. Ben, moi, c'est vrai que c'est comment dire, le vocabulaire qui est utilisé ne me semble pas adéquat parce que tout est chimique. Et souvent, dans les gens, effectivement, quand ils s'expriment, quand ils disent c'est chimique, c'est souvent, je pense qu'ils font appel à ce qu'on appelle des produits dérivés du pétrole, de la synthèse. Mais souvent, par exemple, quand on prend une infusion, la phytothérapie, etc., pour eux, ça peut être catalogué comme de la bonne chimie. Pourtant, ce sont des molécules. Donc effectivement, le problème, c'est que la chimie a été vraiment... Enfin, effectivement, a une mauvaise presse, mais la chimie, elle est dans tout notre quotidien. Donc ça peut aller... là, si je regarde cette table, le revêtement, là, c'est de la chimie. Je prends les paris que ton t-shirt violine, là, c'est du polyester polyamide. Donc, donc clairement, il y en a partout. Les matières naturelles, là aussi, ça a ses limites. Le coton, c'est vrai que c'est bien le coton, mais je veux dire, pour traiter le coton, il faut beaucoup, beaucoup d'eau. Donc aussi, à chaque fois, il faut voir le bénéfice, le côté avantage versus risque que cela peut avoir. Mais la chimie est partout et je pense qu'on a fait énormément de progrès. Typiquement, plus de chirurgie, c'est plus d'anesthésie. Ça, on y pense rarement. Mais on ne peut, les anesthésiques, ce sont des molécules. Donc clairement, si on peut faire maintenant des opérations à cœur ouvert, si on peut faire des opérations extraordinaires, c'est parce qu'il y a des anesthésiques et il y a un panel d'anesthésiques utilisés en fonction de la chirurgie appliquée. C'est grâce à la chimie. Donc effectivement, la chimie, c'est aussi donc c'est les médicaments, et les médicaments, c'est aussi des produits qui viennent de la nature. Ça peut, tout à fait. Effectivement, il y a des produits qui viennent effectivement de la nature. Moi, je pense à un anticancéreux hyper puissant qui est le Taxol et son dérivé Taxoter, qui est issu de l'arbre de l'if. Donc effectivement, c'est très important de dire que la chimie, ce n'est pas que du négatif, oui. Et on a Salomé Pagano qui nous dit sur le chat qui pense à la cuisine également, qui est en lien avec la chimie, qui est de la chimie aussi. Alors moi je dirais un peu plus la pâtisserie que la cuisine, parce que la pâtisserie vraiment, pour ceux qui se sont exercés à la pâtisserie, si on met 0,2 g au lieu de 0,1 g d'agar-agar ou ce genre de choses, tout de suite vous pouvez rater effectivement votre gâteau, votre dessert. Donc moi je trouve que la pâtisserie, il faut vraiment la suivre pas à pas. Il y a plus, je trouve, du côté chimique, du côté, on va dire, rigoureux dans la pâtisserie. Ensuite, dans la cuisine, c'est vrai qu'il y a aussi, effectivement, il ne faut pas tout faire et n'importe quoi, mais c'est plus créatif, il y a plus de marge, en fait, je trouve, de laisser aller. D'accord. La pâtisserie, un peu moins. Alors, on a un autre commentaire de PMF qui nous dit « Naturel ne veut pas forcément dire bon pour la santé. Tout à fait. Mais tout est chimique. Ben oui. Naturel ou non, c'est chimique. » Ah ben oui, bien sûr. Quand vous prenez, je ne sais pas moi, du curcuma, le principe actif, c'est la curcumine. Si vous regardez la molécule de la curcumine, ben voilà. Et pourtant, le curcuma, maintenant, ou le gingembre. Donc, dans le gingembre, c'est pareil. Vous avez des molécules hyper actives. Et pourtant, c'est naturel. On ne peut pas tout faire et n'importe quoi. La réglisse, c'est un hypertenseur assez fort. Donc, pourtant, de la réglisse, voilà. Donc, il faut faire attention quand on prend des choses. Pareil, il peut y avoir des problèmes d'interaction médicamenteuse quand on prend du pamplemousse, qui diminue beaucoup l'activité d'un médicament. Pourtant, le pamplemousse, bon, voilà. Mais ce sont les actifs qu'il y a dans le pamplemousse. Donc, la véritable question, c'est bon pour la santé ou pas. C'est pas chimique ou pas, naturel ou pas. Tout exactement. Ça, c'est des fausses questions. Exactement, tout à fait. Parce que bon, moi, je veux bien qu'on se soigne les maux de tête avec le sol, d'où est extrait l'aspirine, mais bon, on ne va pas non plus dénaturer toute la planète pour extraire l'acide acétylsalicylique du sol, etc. Donc, je pense qu'effectivement, je rejoins mon collègue Patrick. Là, tu fais allusion aux produits qui sont synthétisés, en fait. Oui, l'aspirine, qui est pareil, c'est un produit à la base d'inspiration, c'est le sol.
En fait, de manière, on va dire, c'est de l'ethnobotanique, c'est-à-dire qu'on donne, en fait, avant, on donnait des plantes pour se soigner. Et en fait, c'est ensuite qu'est arrivée la chimie, entre guillemets, de synthèse, en se disant, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y a dans ces plantes qui donnent l'activité biologique. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, par exemple, que dans le sol, il y avait un dérivé très important, et la chimie de synthèse n'a fait que reproduire cette molécule. Mais sauf qu'on l'a reproduit à plus grande échelle. Et comme je dis, on ne va pas prendre tous les sols de France ou d'ailleurs pour faire tout ça. Alors, Pémèfre nous confirme ce qu'on vient d'évoquer. La nature est source d'inspiration pour les médicaments. Tout à fait. C'est exactement ça. Tout à fait. Très bien. Merci pour ces explications. On va passer à la rubrique suivante. Alors, c'est une rubrique un peu plus détente, on va dire. D'accord. Alors, c'est l'objet ou l'anecdote. Alors, tu nous as apporté un objet et tu vas nous expliquer ce que c'est. Alors, j'ai un objet et une anecdote aussi, qui viennent me venir. Alors, l'objet que je vous montre là, je ne sais pas si on le voit bien. Donc, c'est un ballon de 50 millilitres, dans lequel il y a un barreau aimanté qu'on appelle chez nous une olive. Et en fait, c'était pour vous expliquer un petit peu, parce qu'on parle de chimie, mais souvent on se demande comment sont faites les réactions. Donc en fait, le chimiste a besoin, en fait, la plupart du temps, d'un ballon, dans lequel, alors de différentes tailles bien évidemment, dans lequel on met une olive ou un barreau aimanté plat, et qui est surmonté ou pas d'autres choses pour pouvoir faire ces réactions. Donc tout part de là à la base. Donc voilà. Et une réaction, c'est quoi alors ? Une réaction. Une réaction. Alors une réaction, c'est-à-dire on va mettre deux composés ensemble en espérant que par des, comment dire ça de manière simple, par des fonctions chimiques, ils vont pouvoir réagir ensemble. Très bien. Alors je regardais parce qu'on a Oui. Anne Duc qui nous dit « La chimie permet aussi d'améliorer les molécules naturelles pour qu'elles fonctionnent mieux, plus longtemps ou plus précisément. » Complètement d'accord, bien sûr. Ah oui, on les transforme aussi. Oui, bien sûr. Très Tout bien. à fait. C'est le cas, en fait, par exemple, du Taxol, donc, qui est un anti-cancéreux très puissant. Donc, en fait, la molécule a été extraite de l'if, et ensuite, on a fait ce qu'on appelle des hémisynthèses. Donc, on a essayé de reproduire cette molécule en essayant d'améliorer la molécule, son potentiel d'action, entre guillemets. D'accord. Donc, on revient à cet objet. Oui, donc voilà, effectivement, c'est un objet qui est routinier, que mes doctorants connaissent toutes et toutes. Et typiquement, par exemple, sur la thèse de Valendi, qui n'est pas tout à fait comme mes deux autres doctorants, Valendi, elle utilise une plante, justement. Donc Valendi est en thèse à moitié, enfin pour tiers partie chez moi, mais elle fait une partie de sa thèse à Haïti et une autre partie de sa thèse en Guadeloupe. Et elle travaille sur des plantes typiques, endémiques des Caraïbes. Et justement, l'objectif, c'est de voir si dans ces plantes que nous n'avons pas chez nous, si on peut retrouver des molécules qui auraient des propriétés antibiotiques. Donc, elle est arrivée avec une quantité de plantes. Donc, je ne vais pas trop vous faire peur, 50 grammes, hein, voilà. Et on est en train de travailler la plante pour essayer d'extraire des molécules d'intérêt. Voilà. D'accord. Donc, il y a des plantations. Oui, donc là, typiquement, ça vient d'Haïti. Donc, effectivement, oui, bien sûr. Alors, on a une question. Bonjour, vous travaillez beaucoup avec des plantes à l'université. Ah oui, bien sûr. Donc, on a des plantations, oui, surtout. Alors, il y a effectivement, mais il y a aussi tout le travail qu'effectue le professeur Meffre, qui travaille sur le Tillandsia, donc qui a vraiment développé tout un pan de sa recherche sur le Tillandsia et ses activités biologiques multiples. Donc effectivement, il travaille encore plus que moi sur les plantes. Moi, je débute avec la plante endémique des Caraïbes, mais le professeur Patrick Meffre travaille sur le Tillandsia depuis maintenant, on va dire, 2-3 ans dessus. On le recevra avec plaisir pour venir nous en parler. Très bien. Voilà. Alors ça, c'était pour l'objet. Alors ça, c'était l'objet. Puis une autre anecdote qui peut peut-être servir à d'autres. Lorsque j'étais en thèse, donc je travaillais sur un projet très intéressant. Et puis entre midi et 2, j'ai voulu continuer mes expérimentations. Sauf qu'entre midi et 2, il n'y a pas grand monde. Et j'ai fait une erreur de débutante qu'on ne devrait pas faire. J'ai senti
ne voyant pas mon produit, j'ai pris mon ballon et je l'ai ramené et j'ai senti. Il s'avère que je travaillais avec un gaz particulier qui est l'ammoniac, que vous connaissez tous, pour peut-être l'ammoniac dans les colorations, etc. Et donc là, j'ai fait vraiment... parce que ce n'est pas de l'ammoniac à petite dose, c'est de l'ammoniac gazeux. Et donc, en fait, ça m'a tellement coupé la respiration, j'ai reculé de très, très, très loin. En fait, ça a été... Et ça a été un choc, parce que j'ai fini aux urgences, bon, tout ça, bon, ça s'est bien fini, mais heureusement que passée par là une doctorante, Claire, si tu nous écoutes, je ne sais pas, aussi un jour, qui était là, qui était rentrée, m'a emmenée avec sa voiture, je me rappellerai comme si c'était hier, aux urgences, dans lesquelles j'ai passé un long moment. Tout ça pour dire qu'il ne faut jamais un produit, quel qu'il soit, il ne faut jamais voilà, le renifler ou le sentir sous prétexte voilà, qu'on pense que la réaction... ça m'a vraiment brûlé tout ce qu'on appelle le tractus supérieur. J'ai perdu l'odorat avant la Covid. Oui, voilà. Il ne faut jamais travailler seul non plus. Non, il ne faut jamais travailler seul, voilà. Effectivement. Il faut toujours être accompagné, quand je dis accompagné d'autres... Dans un laboratoire, il faut veiller les uns sur les autres. Qu'on soit encadré ou pas par le même encadrant, toujours se soucier de ce que deviennent les collègues. C'est très, très important. Parce qu'on n'est pas à l'abri de glisser, voilà, donc c'est hyper important. Alors, on a une autre question qui est que pensez-vous de la représentation de la chimie à travers les séries, je crois, c'est ça. Hein. Ouais. Breaking Bad. Oui, comme Breaking Bad. Bien, je trouve que effectivement, bon, c'est bien parce qu'on le met en avant. Alors moi, je pense effectivement, bon, il y a Breaking Bad qui est beaucoup plus récent, mais un peu plus ancien, les experts. Bon, des fois, là aussi, enfin, ça fait rêver. Moi, souvent, mes étudiants me disent, oui, il a mis le composé dans une machine, au bout de 5 minutes, il a eu le résultat. Ben, non. Non. Donc, en fait, ils font des raccourcis. Donc, on a l'impression qu'on appuie sur un bouton, tout marche. Il faut savoir, moi, je parle pour mes autres collègues qui encadrent des doctorants qui font beaucoup de chimie analytique. Il faut développer des méthodes. C'est long, tout ça. Donc, ça, il y a ça. Alors, Breaking Bad, en plus, souvent, alors ça, quand j'ai débuté, souvent, on me disait, madame, alors, vous savez faire de la meth? Non, je sais pas. Parce qu'en fait, dans cette série, le protagoniste... oui, j'ai vu aussi. Oui. D'accord, bon, fait de la méthamphétamine. Donc, effectivement, une drogue de synthèse. Et typiquement, si on peut en parler en termes de drogue, naturelle versus chimique. La méthamphétamine, alors peut-être pas la méthamphétamine, mais il y a des drogues beaucoup plus synthétiques. Mais typiquement, excusez-moi, mais la cocaïne ou l'héroïne est basée de plantes naturelles et pourtant c'est très mauvais pour la santé. Donc c'est pour dire, ça vérifie vraiment. Bon, alors, entre la cocaïne, il y a juste une petite réaction chimique pour passer à l'état de cocaïne, mais la plante c'est la coca et l'héroïne c'est qui est issue de l'opium du pavot. Donc voilà, donc typiquement, on pourrait penser que. Oui. Mais l'opium est aussi source de bonnes choses. Il est source de la morphine, qui est un des plus puissants antidouleurs existants. Donc c'est toujours voilà, c'est le coup. C'est la balance. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien Breaking Bad parce que ça fait connaître la chimie organique, mais pas pour faire de la drogue. Voilà. Bravo. Donc, on va passer peut-être à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est les questions gênantes. Alors, plus drôle que gênant. D'accord. Donc, tu as un joker que je Très te bien, remets. merci. Voilà. Et donc, tu dois lancer le dé, puis piocher une par une les questions selon le nombre que tu auras eu au dé. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas vu du tout les questions. Oh, voilà, il y en a 6. Ça tombe sur moi. Oui, c'est la première fois, effectivement, que quelqu'un a 6. D'accord, bon, mais... Voilà, alors on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tes collègues te reprochent le plus? Qu'est-ce que mes collègues me reprochent le plus? Voilà, donc là, on revient au métier de chercheuse et d'enseignante-chercheuse aussi. Qu'est-ce qui peut être... Dans ta pratique quotidienne, qu'est-ce qui peut être reproché le plus? Je sais pas, Patrick, vous pouvez répondre? Le rire très sonore. Quelqu'un a dit ça. Je ne dénoncerai pas la personne qui a dit ça. Voilà, merci. Voilà, on a eu la réponse. Bon, voilà, alors ok. Très bien. Merci. Question. On va passer à la question suivante. Vite fait. Alors, quelle note donnes-tu à cette émission? Ah bah 10 sur 10. Ah super, merci.
10 sur 10. Parfait, Je suis corporate, Samantha. Tu reviendras alors. Ensuite, 3. peux-tu nous raconter un fail, un échec inattendu? Oui, alors je peux vous en... Oui. Donc, comme je vous disais, je prépare, je synthétise, dans notre jargon on dit des composés, des molécules. Et ce composé s'effectuait en 8 étapes. 8 étapes qui prennent 8 mois. Oui, parce que souvent on pense que la chimie on appuie et puis non, c'est pas du tout ça. Et à la dernière étape, dans une étape de purification, erreur vraiment de débutante, je raconte ça parce que ça s'est fait au tout début, c'est-à-dire en 2010-2011. J'ai remonté ce qu'on appelle une synthèse. Je pique le produit, c'est-à-dire j'essaie de faire un suivi réactionnel de mon composé pour voir où il est. Je ne le vois pas. Je jette tous mes tubes. Mais en fait, il était dans mes tubes que j'ai jetés, que je n'ai pas pu récupérer. Donc, j'ai recommencé la synthèse depuis le début. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc voilà, là c'était vraiment... comment dire, c'était dur parce que c'est 8 mois de boulot et il faut recommencer, voilà. Donc c'était 8 mois de perdu. 8 mois de perdu, voilà. Ça c'était un peu difficile. Un vrai fail. Oui, merci Samantha. Alors, sur quel type de tâche est-ce que tu procrastines le plus? Alors, déjà, je ne suis pas d'un naturel, je voudrais l'être, hein, d'un naturel procrastineur, parce que des fois, je trouve que c'est pas mal. Mais alors, sur les tâches administratives, je procrastine le plus, oui. C'est-à-dire faire un emploi du temps, joke à toutes celles et ceux qui me regardent, qui savent de quoi je parle. Bon, faire jouer le Tetris. On peut en témoigner, quelqu'un. Voilà. Donc, le Tetris, surtout sur la L1, parce que c'est vraiment du Tetris, ça, c'est vraiment pour s'y mettre, c'est dur, quoi. Alors, une fois qu'on s'y met, c'est pas très difficile, mais voilà, c'est le genre de tâche sur lequel je procrastine. Sinon, franchement, je pense que c'est mon tempérament, je suis plutôt de naturel fonceur, un peu trop peut-être, et voilà, mais j'aurais aimé procrastiner plus. Voilà. La 5e, alors la 5e question. Elles sont toutes pour moi, hein. Oui. Dans quelles circonstances les plus improbables as-tu travaillé? Alors, est-ce que au CHU, dans au moins 2, petite joke, au CHU de la Péronie, et ça reste une très belle période où il y avait, en fait, il y avait pas de, enfin, puisque c'était au moins 2, il n'y avait pas de fenêtres, etc. Mais c'était, on va dire, fermé, mais j'ai beaucoup aimé travailler, justement. Cette période de postdoc a été très agréable. Et qu'est-ce qu'il y avait qui t'a le plus plu dans cette période-là? Qu'est-ce qui était Le sujet de recherche était super intéressant. J'étais dans une équipe extra où je travaillais sur le cancer. Et en fait, là, pareil, je travaillais sur les prostates humaines cancéreuses. Donc, je les analysais. Et pour voir un petit peu, on visait une protéine qui était dérégulée dans le cancer de la prostate. Et c'est une période où j'ai beaucoup aimé travailler. Parce qu'en fait, alors ça, je voudrais remercier aussi mon directeur de thèse qui m'a appris à être autonome et qui fait que j'ai pu travailler, parce qu'à la base, mon postdoc ne se passait pas au CHU. Il a fallu que je cherche des collaborations par moi-même pour aller, parce que j'ai été recrutée dans un postdoc où j'étais la seule chimiste parmi tous les biologistes. Et il m'a fait confiance. Louis, si tu nous écoutes là aussi, bon, il est à Lausanne, il est directeur de l'Institut de Lausanne maintenant. Et c'était vraiment, voilà, c'était une belle période. Très, très belle période. Ah, on revient sur la question du rire. Alors, oui. Il y a un commentaire de Patrick. Anne-Cécile qui dit « Le rire, c'est une qualité, en fait. Au moins, à distance, ça remonte le moral. » Oh, merci. Voilà. Et on a ensuite Patrick Meffre qui nous dit « Le postdoc, une expérience humaine surtout, et scientifique aussi, indispensable après le doctorat. » Oui, je confirme. Enfin, toutes celles et ceux qui souhaitent faire une carrière académique. C'est une période charnière, en fait, où on sort de la thèse et où c'est essentiel. Orienter sa carrière professionnelle, en fait. Oui, ce sont des rencontres, c'est des personnes qui vous font confiance. C'est aussi un autre sujet. Moi, je ne travaillais pas du tout sur le cancer à la base quand j'ai fait ma thèse. Et c'est vrai que c'est un souvenir. J'ai passé presque 3 ans dans cette équipe et je me suis régalée. Et voilà, c'était super.
C'est une très très belle expérience. Alors pour le dire à nos doctorants, le postdoc c'est pire qu'une thèse. Ça demande un travail, une abnégation. Et vraiment c'est parce qu'en fait c'est-à-dire que l'objectif in fine c'est quand même d'avoir un job. Donc on sait que le postdoc compte plus qu'une thèse. Enfin, pour la suite. Pour la suite, Ouais. je parle. Ouais. Donc c'est vraiment, ça a été une période pour moi. En fait, ça m'a ouvert beaucoup de portes, moi, ce postdoc. Vraiment. Donc, parce que l'année où j'ai eu mon concours maître de conf, je présentais aussi les concours et mon chef voulait me présenter au concours CNRS et INSERM. Et c'est vrai que ça a été Bon, j'ai eu le concours MCF avant, mais après, je regrette absolument pas. C'est juste pour dire, je pense que je fais le métier dont je rêvais parce que j'adore enseigner. Et c'est super justement d'avoir ces deux casquettes. Heureusement des fois qu'il y a les étudiants, et des fois aussi heureusement qu'il y a la recherche. On peut à chaque fois... Ça s'équilibre. Enfin, chez moi en tout cas, ça s'équilibre bien. Et ce côté-là, je le continue avec mes doctorants. J'aime beaucoup ça. Donc ça me plaît beaucoup. Super. Et je crois qu'on a la dernière question. Alors, on ne me lâche pas. Qu'est-ce que tu n'avouerais pas à tes collègues ? Ou qu'est-ce que je n'avouerai pas à mes collègues ? Beaucoup de choses, allez, Joker. Surtout après 5 autres questions, je pense. Voilà, pour la 6e, Joker, là. Voilà. C'est fini, on a fini de te charcuter, de te torturer. Voilà, donc on va passer à la dernière rubrique. Alors, Oui. La dernière rubrique, c'est cette feuille avec le marqueur. Et tu as quelques instants pour nous dessiner ou nous écrire quelque chose qu'on gardera ensuite et qui te représente ou qui représente ton métier ou ce que tu veux autour de cette émission. Et voilà, Merci, tu nous ça. laisseras avant de partir et qu'on Très bien. gardera de cette émission. Super. Pendant ce temps-là, je vais juste annoncer que donc, vendredi prochain, il y aura un autre vendredi de la recherche avec Patricia Giannoni, qui viendra aussi nous parler de son métier. Et mardi, il y a une émission Le Roi d'Histoire, ce mardi qui vient. Alors, on va regarder ce que Zora est en train de faire. Oula, je pense que c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est une citation. Oui, il y a une citation. Je crois que c'est du latin. Oui. Et alors, attendez, il m'en manque une. On va regarder peut-être. Oui. Voilà. Alors, errare humanum est, ne jamais abandonner. Et le reste, je ne sais pas le lire. Mais c'est pas Eh grave. ben, c'est des fonctions essentielles à la vie. La fonction amine, la fonction acide carboxylique, des alcènes, des alcynes, la fonction alcool, la chimie organique, la chimie principalement du carbone, de l'hydrogène. Voilà. Ça représente la vie, ça. Oui, ouais, pour moi, oui. Voilà. D'accord. Bah Très oui, bien. dans les acides aminés, il y a une fonction amine, il y a une fonction acide carboxylique. Voilà. Merci de nous familiariser avec ce langage. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation, Zora. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli dans votre studio. Signer ton dessin, s'il te plaît. D'accord. Ah oui, il faut signer, D'accord. c'est vrai. Ok. Merci beaucoup. Et puis donc, on se retrouve vendredi prochain avec Patricia Giannoni. Merci à vous. Merci. Merci. À bientôt.